Lorsqu'un enfant est confronté dès son plus jeune âge à des injustices, il est difficile après de se construire en tant qu'adulte, mais c'est ce que tu as réussi à faire, force de volonté, d'un travail sur toi qui a été énorme, de personnes qui t'ont entouré et d'un parcours de vie que tu vas nous raconter aujourd'hui. Tu t'appelles Pascal Major, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter ton histoire. Tout le plaisir pour moi. Pascal, les personnes qui te connaissent t'appellent Paco, c'est ça? Ouais, Tu es né en métropole. ouais. Je suis né dans le 14e arrondissement, à D'accord. Paris. D'accord, donc tu faisais beaucoup d'allers-retours. Yeah, ouais. Pour quelle raison? Ben, à cause de mes parents qui voyageaient beaucoup entre la Guadeloupe et la France. Donc, chaque fois, j'étais amené à changer d'environnement, changer d'école et tout. Donc, Donc finalement, tu finis par être confié à ta tante, chez qui tu vas habiter, en Guadeloupe. j'avais peut-être 5 ans, 5-6 ans. Tu évolues, tu deviens un petit garçon, jusqu'à cet événement qui a marqué, on peut le dire, le tournant de ta vie, à l'âge de 11 ans. Est-ce que tu acceptes de nous expliquer ce qui s'est passé? Pour la première fois, je vais en parler alors. C'est un accident, un tragique accident qui s'est passé avec mon petit cousin qui avait 2 ans et demi. Moi, je me rappelle, je me regardais la télé, je regardais un western. Et il y a mon grand-père qui est sous le comptoir du petit Lolo et qui dit « Ouais, Miti Mouna Ramasson Bitatela, vin garder qu'il mettre en bouchaille. » Et ma marraine, justement, qui me dit « Va voir ce que le petit garçon a dans la bouche parce qu'elle est au téléphone. » Donc c'est le fils de ta marraine, ce Ouais, petit garçon? ouais, c'est le fils de ma marraine. D'accord. Donc je vais regarder ce qu'il a dans la bouche et puis je constate qu'il a ramassé un chewing-gum sous le sol et qu'il a mis dans sa bouche. Donc instinctivement, je lui mets l'index dans la bouche et je lui enlève le chewing-gum et machinalement, je balance le chewing-gum dans la rue. So, il m'a regardé et puis j'ai pu percevoir par son regard qu'il allait prendre la direction de la route. Je l'ai suivi. Mais en même temps, j'ai glissé en même temps. Donc j'ai attrapé que la manche et ça a glissé. Que ça a glissé, la voiture a tapé, paf, de plein fouet. Le choc. Le choc. Tu restes et tu regardes et tu te dis, waouh. Déjà, tu n'avais jamais vu un mort, tu n'avais jamais vu un accident comme ça, et puis tu n'avais jamais ressenti ça personnellement. Tu as l'impression que tu es coupable. Je m'étais engagé à le suivre, à essayer de le sauver. Et je glisse. Et mon grand-père qui était là, qui était toujours au comptoir et qui regarde la scène comme moi, et qui se dit, waouh, je pense que la version qu'il a donnée n'a pas été prise au sérieux. Il fallait trouver quelqu'un à qui porter le chapeau, quoi. Donc c'était moi. Je lui ai couru après. En quelque sorte, c'était de ma faute, quoi. Quand le papa il arrive, il demande qu'est-ce qui s'est passé, il fallait dire quelque chose. Donc au fond de moi, je sais ce qui s'est passé. Mais les gens autour, ils se sont basés sur ce que ma marraine a dit. Avec les ondits des gens, je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce que c'était vraiment ma version qui était la bonne? Donc peut-être que c'était moi, et puis peut-être que j'aurais pas dû jeter le chewing-gum de l'autre côté de la rue. Et puis je me dis, il y a plein de choses qui se passent. Et donc qu'est-ce qui se passe les jours qui ont suivi cet accident? J'ai dû pleurer pendant un mois. Donc, on m'a emmené à l'hôpital. Peut-être 2-3 jours après, parce que je n'ai pas été à l'enterrement. Je n'ai jamais été à l'enterrement déjà. Je ne mangeais plus, je ne parlais plus. Il y avait une fille qui m'avait manqué, qui était venue me voir à l'hôpital. Elle m'avait emmené des bandes dessinées. Et puis, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à parler. Et donc tu continues, tu poursuis ton parcours scolaire. Comment ça se passe? Après tout ce que j'ai déjà vécu, je me dis, ma période scolaire, c'est catastrophique au Lamentin, mais je travaille bien, je suis un bon élément. Du Lamentin, il me demande où je veux aller. D'accord. Et je dis, ouais, je voudrais bien retourner à Bainbridge dans le cursus normal. Et effectivement, je retourne dans le cursus normal. Et c'est la première année qu'ils acceptent de mettre la musique au lycée. C'est à Bainbridge. J'arrive en seconde dans la classe de M. Camier. C'était le seul prof de musique à l'époque. Dans une classe où il n'y a que des élèves qui font du piano. Il n'y a que des sourds-doués. Je voulais faire de la batterie, mais je ne savais pas jouer à la batterie. Je ne savais même pas tenir des baguettes. Mais c'était mon but. Monsieur Camier, il disait, les enfants, composez, composez. Faites de la musique parce que vous avez ça, vous avez le truc. Et puis, il m'encourageait. On a commencé à monter, on a monté le groupe Sweet Sound à l'époque du lycée avec... alors, au chant, Patrice Sulman, moi à la batterie, Fabrice Volé au clavier, Franck Bozor, saxophone, Philippe Sadis. Alors, c'était un groupe avec d'autres jeunes et on mettait la patate. Et puis l'armée? J'ai demandé à faire l'armée. C'était un moyen de sortir de la maison, de là où j'étais, de sortir de cet environnement, essayer d'oublier et puis de me chercher, de savoir qui je suis. Et je suis affecté, vu mon dossier du rectorat, enfin, mon dossier scolaire,
parlait de musique, ils m'ont affecté à Suresnes au Mont-Valérien, à la fanfare. Il y a des gens qui ont plus de 7 ans de conservatoire, donc je n'ai rien à faire là. Ils comprennent quand même mon histoire. Et puis ils me disent, bon, ben, on vous donne le choix, on vous laisse le choix de choisir où vous voulez être affecté. Alors je leur dis, je voudrais aller quelque part où on va à la guerre. Donc je suis affecté dans un régiment à Satory, Versailles-Satory, où le mois d'après, ils partent en Yougoslavie, ils partent à la guerre. Et moi je signe, paf. Tu n'avais plus rien à perdre. Ouais. Et puis, je découvre c'est quoi la guerre. La guerre, c'est la guerre. En même temps, je suis parti à la guerre pas pour les mêmes raisons que les autres. Moi, j'essaie de me chercher, moi, de savoir ce que je suis capable de faire et où je suis capable d'aller. Tu t'es trouvé? Ben, pas vraiment. Pas vraiment à la guerre, on se trouve pas vraiment à la guerre. On se trouve jamais à la guerre. Et tu rentres et finalement, tu fais pas de carrière militaire. Non, on me demande de faire une carrière et puis je décide que non, non. Je deviens batteur de gospel après la guerre. C'est plus du bénévolat et puis je me fais des petits cachets, mais j'arrive pas à vivre de ça, quoi. Et quand est-ce que ça se concrétise? Ça se concrétise quand je décide d'arrêter le gospel et je crée ma boîte, je crée mon label. En 2000, je commence à composer des musiques pour des gens. Et puis, nouvelle étape difficile dans ta vie, là où tu commences à te structurer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je redescends en Guadeloupe après mon label en 2006 et l'année d'après, le 25 décembre, je me fais tout voler. Ils m'ont volé mes disques durs, mes compositions, mes déclarations, tout ce que j'avais déjà créé comme projet, festival, musique et tout. On m'a tout volé. Tu as eu envie d'arrêter la musique après cette... Oui, j'ai arrêté. Tu m'étonnes, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est bon. Et tu fais autre chose? Après ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'attirait? Ben, le cinéma. C'est-à-dire que je suis un peu déçu par rapport à tout ce qui s'est passé en Guadeloupe et je pars à Saint-Martin. Je cherche un petit boulot dans un resto et paf, je tombe sur un copain qui me dit « Ouais, par contre, on cherche des figurants pour la baie des Flamboyants. » Paf, je participe dedans et puis ça me plaît. Puis, comme ça, une copine m'appelle. Elle me dit « Ouais, tu sais, Paco, il y a un truc qui va se monter, une nouvelle série qui vient en Guadeloupe. C'est des Anglais, ça s'appelle Death in Paradise. Ils cherchent du monde. » Alors moi, je postule pour acteur, figurant, machin comme ça. Elle me dit « Ouais, mais il n'y a pas d'acteur, tout ça. Tu parles anglais? » Si tu ne parles pas anglais, on ne peut pas te prendre. Et une semaine après, paf, on m'appelle. On me dit, ouais, Paco, on a besoin de toi parce qu'on aimerait avoir un chauffeur attitré pour le boss de la BBC. C'est le boss de la BBC, mais c'est lui aussi qui écrit la série. Ben, je deviens chauffeur attitré de Tony Jordan. Et puis, je ne parle pas trop bien anglais. Donc, je n'ai pas vraiment de contact avec lui tout de suite. Et on commence à sympathiser au bout de 3-4 jours. Et puis, paf, il se retourne son iPad et il me dit, est-ce que tu sais c'est quoi? Do you know what it is? Et je regarde et c'était la première fois que je voyais un dialogue d'un script. Et le mec, il me montre comment il écrit les dialogues pour tous les personnages. Et ça m'a fasciné, ça m'a fait tilt, quoi. Et puis, tu as envie de poursuivre et d'aller plus loin. loin. Oui, j'ai envie de poursuivre. Je me dis, pour apprendre le cinéma, c'est là où je découvre qu'il faut passer par le théâtre. Je me dis, pourquoi pas retourner à l'école? Un jour, je me réveille comme ça et je vais à la NPE du spectacle. Je demande à parler à une dame, Madame Cynthia Rollet. Respect pour cette dame. Parce que franchement, si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à cette dame. J'ai envie de pleurer parce que cette dame, elle m'a vraiment... Elle m'a dit, tiens, il y a un mec qui est passé, qui est directeur d'une école de théâtre en Jamaïque. Si ça te plaît, appelle ce mec-là et fais ça. Edna Manley College. Et le mec, il me dit, ouais, par contre, on te prend. Je reviens voir Madame Cynthia Rollet. Elle me dit, waouh, il t'a accepté, c'est bien, Paco. On va trouver l'argent. Elle monte le dossier en 2 semaines. Wow. Et finalement, OK, on accepte votre projet. Vous pouvez partir en Jamaïque. Le 16 septembre 2014, le jour de mon anniversaire, je suis à Kingston, en Jamaïque, et je rentre à l'école. Le cursus en lui-même, c'est 4 ans. Il s'avère que ça m'intéresse, ça me plaît. Apparemment, ils disent que, ouais, Paco, tu as une présence sur scène, tu as du talent, continue. J'appelle Madame Cynthia Rollet qui me dit, Paco, je suis désolé, mais j'arrête. J'arrête, je ne peux plus travailler parce que je me sens déjà des problèmes de santé. Elle commence le dossier des 2 dernières années et puis elle s'arrête. Et puis elle décède et puis ça m'affecte vraiment parce que je me dis, waouh, je suis arrivé jusque-là et puis cette dame, elle n'est plus là. Je veux continuer juste pour elle, quoi. Et j'arrive jusqu'à la fin de mon diplôme. Avec un projet en tête.
Le concept de ce cursus scolaire, c'est à la fin, tu écris une thèse. J'ai eu tellement de hauts et de bas dans ma vie. C'est un traumatisme qui crée tout ça derrière. Donc j'ai décidé de choisir traumatisme chez les adolescents. Maintenant, le théâtre, c'est une arme pour moi. Je veux me servir de ça pour rétablir la vérité, gérer mon problème de traumatisme et par la suite aider les autres en même temps. Depuis que je suis rentré en Guadeloupe, donc j'ai présenté ma pièce de théâtre. Je ne sais pas si on se libère de l'histoire vraiment, si on gère si on en guérit de ça. Mais en parler, c'est déjà une forme de guérison. On a parlé à ton entourage, qu'on faisait cette émission avec toi. On a une personne qui a tenu à te laisser un petit message que je vais te montrer tout de suite. Bonjour Pascal. Eh bien écoute, tout d'abord, félicitations. Mais plus chaudes félicitations parce que je suis très admiratif de ton parcours, de tout ce que j'ai appris de ton parcours. Et aussi, quelque chose qui va te surprendre, je voudrais te dire merci. Parce que c'est toujours très émouvant pour un enseignant de voir quelqu'un qui a réalisé les potentialités qu'on avait devinées en lui. Bon, ceci dit, il faut être modeste. Quand on est enseignant, on est l'entraîneur sur le banc de touche, mais ce n'est pas nous qui marquons les buts, ce sont les élèves. Et c'est ce que tu as fait. Alors, je voudrais encore te féliciter et te dire bonne longue vie sur la route de la vie d'artiste. C'est une fonction magnifique parce que tu vas donner du bonheur aux gens. Ah. Wow, je suis surpris. Je suis surpris. Ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est émouvant. Wow. Ouais. Ouais, il me l'avait dit, lui. Il l'avait vu très tôt, lui. Ouais. Monsieur Camille. Oui, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est sur ce beau moment qu'on va terminer. Moi, je te souhaite vraiment une belle et longue route d'artiste. Ouais. Je souhaite que ta pièce continue à briller, continue à avoir ce magnifique succès, et puis qu'il y en aura d'autres aussi. Et puis c'est bien mérité après ce parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Génial. Merci. Génial. Wow. Et cet entretien m'inspire le dicton qui dit que nous ne pouvons pas contrôler la pensée d'autrui, mais nous sommes libres de changer d'idée et de choisir un futur différent.